Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question de mort. Oui, changez pas de poste pour autant, là. Non, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est une réalité. On va parler de la réalité de la mort. Et j'ai avec moi deux invités que j'apprécie énormément. Que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir de l'ouverture, de l'information à ce niveau-là. Puis des fois, je vous dirais même jusqu'à les démystifier parce qu'on a trop de tabous. C'est triste, c'est triste. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, présente-toi un peu ton cheminement, ce qui fait que tu es avec nous aujourd'hui. Bien, en fait, moi, je suis très contente d'être ici, premièrement, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est tellement tabou. Je le vois dans mon parcours quotidien et j'ai le goût de démystifier ça, justement, avec les gens parce que j'ai la chance de côtoyer des mourants. Donc, moi, j'accompagne des gens qui veulent mourir à la maison en collaboration avec le CLSC de ma région. Moi, j'habite le secteur de la Haute-Yamaska. Et quand les gens sont rendus à la phase pré-terminale ou terminale de la maladie, bien, on fait appel à moi pour les, habituellement, 2 derniers mois de vie et moins. Puis elle a des beaux yeux. Oui. Ça va être le fun. C'est rassurant. Tu vas dire, oui, des beaux yeux, un beau visage souriant. Il me semble que ça aide quand même. Et l'autre invitée que j'ai, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue, là. Oui, je suis contente de vous voir toutes les deux aussi. Ça fait très longtemps, effectivement. Donc, ben moi, mon parcours, en fait, depuis une dizaine d'années et plus, je communique avec les défunts. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet-là et tout comme Hélène, ma passion, c'est de donner de l'information sur la mort aux gens parce que c'est tellement tabou. Je suis aussi notaire de formation, j'ai pratiqué pendant quelques années et je le voyais juste, le fait de signer un testament pour les gens, c'était une peur, une tâche, une corvée qu'on remettait. Mais là, quand on comprend ce que c'est la mort, quand on a la chance aussi d'avoir des personnes qui nous montrent une autre vision de la fin de vie, bien, je trouve ça extraordinaire parce que la mort, c'est pas si effrayant que ça. Au contraire, c'est même très vivant comme processus quand on est capable de l'aborder. C'est pas particulier, je veux dire, tout le monde passe par là. On va le vivre plusieurs fois avec les gens de notre entourage. Oui. C'est la finalité, là. On n'a pas le choix. C'est pas une option. Ça fait partie de notre parcours humain. Hein? Ben, en essence, c'est une des choses qui est sûre pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné, on va mourir, on ne sait juste pas quand et comment. Oui. Mais on fait comme si ça ne nous arriverait pas à nous autres. Ça arrive juste aux autres, ces choses-là. Ce qui est dur là-dedans, c'est que nous, on a vécu justement un deuil, ça fait pas très longtemps. C'est mon beau-frère, quelqu'un qui mourant de cancer. Puis que ma sœur a bien voulu accompagner dans son cheminement, mais c'est pas facile pour personne. Non. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est désemparés, on ne sait pas trop. Moi, c'est pas pire. Je peux vous donner un truc. Quand vous avez failli mourir un jour, moi, je dis que j'étais pour mourir à 20 ans. Fait qu'on dirait que, poup, moi, j'ai plus de crainte. Moi, ça me dérange plus, mourir pour mourir. On dirait que quand on l'a vécu, ça a l'autre un paquet d'affaires. Moi, j'ai vécu, là, fait que passer à un autre, là. Mais en même temps, ce que moi, j'ai remarqué aussi, c'est que les gens ont l'impression qu'il faut faire quelque chose quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, mais il faut juste être. Il faut être présent à ce qui est en train d'arriver avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur humaine. Puis quand on aime quelqu'un, c'est pas difficile. Hein? Quand c'est notre proche qui est en train de mourir, ce qu'on peut lui offrir de mieux, c'est notre amour. Donc, on se pose beaucoup de questions, puis on a l'impression de ne pas être outillé pour faire ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut savoir, que moi je sais, que d'autres ne savent peut-être pas du fait que c'est mon travail, mais juste être présent avec amour, avec support, avec chaleur, c'est déjà beaucoup. Je me suis retrouvée même avec mon père. Mon père est mort d'un cancer à 46 ans. Je m'en suis occupée. Moi, je sais que ça donne de même. On est 5 enfants chez nous, c'est moi. C'est moi qui ai pris, puis j'étais contente. C'est le début, en fait, de devenir thérapeute, ça passait là. Elle était avec moi tous les jours, parce que c'est ma fille. Puis elle avait 1 an et demi, 2 ans. Puis elle était avec moi tous les jours. On allait voir mon père tous les jours de la semaine, nourrir, puis tout, puis l'accompagner, parler avec. Il parlait plus, il était sur respirateur. Puis la journée que j'ai commencé à paniquer, j'ai dit, oh non, il va mourir, il va mourir. J'ai appelé l'ambulance, puis ça a été le plus court séjour à Notre-Dame, au centre palliatif. Il est mort 10 minutes après. Mais sur le coup, ça va être comme, ah non, il est mort. Puis elle dit, non, non, il n'est pas mort, vous êtes sûr? Oh mon Dieu Seigneur! Mais j'ai eu la peur, pour vrai, j'avais 20 ans, puis reculé, là.
Ça fait longtemps, je vais avoir 50 ans cette année, là, tu sais, fait que c'est pas... Tu allais dire quelque chose? Oui, bien, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que ce qu'Hélène dit, que souvent on cherche à faire quelque chose, mais moi, j'ai remarqué depuis que je fais ce travail-là, depuis que je donne des conférences, des ateliers, etc., j'ai reçu tellement de témoignages de gens qui se sont juste laissés aller dans l'acceptation d'être là sans rien d'autre et qui se sont surpris à toucher à leur capacité intuitive, c'est-à-dire d'aller chercher des choses qu'ils n'auraient jamais pensé de faire autrement. Et ça, je trouve ça magique. La mort nous amène vraiment dans cet état-là où on peut aller capter, autant pour la personne qui part que pour ceux qui entourent. Quand on décide de s'abandonner puis de laisser de côté les peurs, ça nous amène dans cet état-là où on va chercher des ressources, puis on les a, ces ressources-là, à l'intérieur de nous, si on apprend à se faire confiance. Et pour ça, il faut avoir des expériences un peu positives par rapport à la mort, parce que si on vit juste ce que ça a l'air de souffrant ou ce que ça a l'air de triste ou de difficile, bien à ce moment-là, c'est difficile de se laisser aller dans le processus. Puis la meilleure manière de faire un deuil, moi, que je pense tout le temps, c'est de le vivre. Moi, je sais que les 5 enfants chez nous, c'est moi qui étais le plus proche parce que ça a donné comme ça, parce que je travaillais pas. Il n'y a pas de faute à personne. Mais sauf que mon deuil, il s'est fait tellement facilement. Les autres ont eu de la misère, puis des années avant d'assumer que le père est mort. Il est mort, on était jeunes, on comprend, là. Mais pour vrai, quand tu le vis, on dirait que ça a l'autre un gros poids. Bien, confronter n'importe quelle situation qui nous fait peur nous permet justement de l'apprivoiser. Et la mort, c'est la même chose. Puis on discutait tantôt en ondes, Sylvie et moi, avant d'entrer en ondes plus tôt, puis on se disait, avant la mort, là, c'était normal, hein? Les gens, ils mouraient dans la maison, naturellement, et ça faisait partie du parcours de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les hôpitaux, ça a comme déshumanisé cette étape-là de nos vies. Puis pourtant, c'est vraiment une étape que tout le monde va vivre. Donc, c'est un peu dommage que ça soit perdu, ça. Puis je pense qu'on aurait à regagner ça parce que de plus en plus de gens souhaitent mourir à domicile. Puis, parlant de mourir à domicile, puis de ton travail, comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais partie du réseau de la santé de ta région? Non, bien en fait, c'est un métier qui n'existe pas vraiment. Hein? C'est un métier qui est à bâtir, c'est un métier qui est en transformation. C'est un métier, en fait, qui n'existe pas, que tout le monde ne connaît pas. On aime ça, ça peut exister. Oui, bien, moi, je souhaite justement, en parlant, que ça s'installe parce que de plus en plus de gens souhaitent mourir à domicile. Il n'y a pas toujours des soins palliatifs dans les hôpitaux. Quand les gens ont fait des traitements pour le cancer habituellement, puis qu'il arrive à une étape de la maladie où on ne peut plus vraiment rien faire, souvent les gens ils choisissent naturellement de retourner à la maison. Et à ce moment-là, c'est le CLSC qui entre en ligne de compte pour assurer le suivi. Parce qu'il y a quand même de la médication, il y a des soins. C'est sûr qu'on n'est plus dans la guérison, mais on est quand même dans le confort. Soins palliatifs égale confort. Donc, le CLSC entre dans le dossier pour assurer un suivi. Puis à ce moment-là, il y a un médecin qui vient à domicile, il y a une infirmière qui vient à domicile. Et à un moment donné, dans le processus de la maladie, quand on arrive plus aux étapes finales, là, on fait appel à moi pour assurer le suivi avec la famille et le patient jusqu'à la fin, jusqu'au décès, en fait. Imagine. Puis comme outil, j'ai vu que vous avez amené quand même 2 livres. On peut-tu en parler un petit peu? Bien sûr. J'aimerais ça savoir, mettons, Sylvie, ton livre ici. Je sais que tu en as écrit plusieurs. Oui. Là, quand je l'ai vu, je disais, voyons, elle m'en parle d'autres. Bien, celui-là, aujourd'hui, c'est Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? C'est ça? Oui, ce livre-là a été écrit parce qu'évidemment, depuis une dizaine d'années, je donne des conférences et je me suis rendu compte que systématiquement, les mêmes questions reviennent sur la mort. Les gens sont préoccupés par les mêmes orientations. Qu'est-ce que c'est la mort? Comment ça se prépare? Qu'est-ce qui se passe après? On est curieux. Est-ce qu'il y a un après d'abord? Et s'il y en a un après, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai voulu écrire ce livre-là pour aller répondre à ces principales préoccupations-là. Les dons d'organes, les funérailles, la méthode de disposition, est-ce que ça a une incidence? Donc, c'est toutes ces questions-là qui, au fond, autant pour soi que pour un être cher qui va partir, souvent, on n'a pas réfléchi. Mais quand on est confronté, je pense. C'est ça. Et quand on est confronté, mais là, c'est comme un peu la panique parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? On n'est pas prêt. C'est ça. Et donc, je vais parler aussi d'accompagnement. Mais moi, je ne fais pas, contrairement à Hélène, moi, je ne fais pas d'accompagnement au mourant. Je fais de l'accompagnement de l'âme. C'est pas après, c'est pendant tout le processus parce que l'âme existe et est belle et bien présente pendant le processus de la mort. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait qu'on s'en va vers la mort, le moment de la mort et après, il y a des besoins au niveau de l'âme. Alors, il y a des trucs, des conseils dans le livre qui parlent de ça.
Ah, c'est beau. Puis toi, Hélène, ton livre? Moi, écoute, j'ai écrit ce livre-là parce que je me suis rendu compte que les gens me posaient beaucoup de questions sur mon travail. En fait, les gens ne savent pas que ce travail-là existe. Puis en même temps, sur la mort aussi. Parce qu'ils se disent comment ça se fait que quelqu'un de sain peut côtoyer la mort aussi souvent puis pas être déprimé. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu t'attaches aux gens? Il y avait plein de questions sur les signes physiques aussi en fin de vie. Donc, j'avais le goût de démystifier, mais d'en parler d'une façon, je dirais pas positive, dans le sens de ne pas regarder les choses en face, parce que je les vois en face. Je vois la détresse, je vois la souffrance physique, je vois tout ça. Mais j'avais le goût de leur donner, d'ouvrir une petite porte dans une direction inconnue. Parce que les gens, quand on parle de mort, c'est tout de suite dans le négatif. C'est justement la tristesse, la souffrance, l'angoisse, la peur, c'est tout ça. Mais ils ne voient pas qu'il y a des beaux cadeaux aussi au travers de ces étapes-là. Et moi, j'avais le goût, parce que je la côtoie quotidiennement, de leur montrer que oui, il y a des aspects difficiles, mais il y a aussi des aspects très positifs. Et que quand on accepte de regarder la mort en face et d'accompagner les gens qui sont près de nous, on a des beaux cadeaux qui nous sont donnés au travers de ça. Ça veut dire qu'on reste, dans le fond, les 2 livres à quelqu'un qui est dans ce cheminement-là? Bien, en fait, je dirais à tout le monde, parce que... même, ça peut être n'importe quand. Ben, ça peut être un bon livre de je pense tu sais pas quand est-ce que la clientèle de ces 2 livres-là, c'est tous ceux qui vont mourir. Non, mais c'est ça, j'ai eu 2 secondes à me dire, c'est vrai, dans le fond, tout le monde pourrait le lire. En fait, ça serait justement un bon moyen de se préparer, parce que quand on est confronté à une maladie puis que la mort est proche, on est en panique. On n'a pas le goût de lire à ce moment-là. Puis on n'a pas le temps non plus, parce qu'on est pris dans l'émotivité, on est pris dans les événements qui se précipitent. Je pense que plus tôt on lit et on s'informe et on s'interroge et on se pose des questions sur le sujet de la mort, sur notre propre mort, mais sur celle des autres aussi, mieux on va être préparé quand ça va être notre tour. Parce que moi, je considère que ça se prépare comme un voyage. Quand on part en voyage, on s'informe sur la destination, on prépare nos valises, on prépare notre passeport. On peut préparer notre mort aussi. Et ça n'a rien de triste, hein, préparer sa mort. Moi, je me souviens quand j'étais notaire puis que je faisais des testaments, souvent les gens, c'est un fardeau de venir faire le testament, parce que là, tu penses à ce qu'il va y avoir après. Mais moi, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je travaille avec ces outils-là, parce que je les applique, je les intègre dans ma vie, c'est que ça me permet de mieux vivre. Moins avoir peur de la mort, c'est être plus vivant encore, c'est être encore plus épanoui. Parce qu'il n'y a rien qui nous fait peur. Si on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur d'un paquet d'autres choses. Et c'est la peur, finalement, qui nous freine dans notre vie. Donc, le fait de s'intéresser à la mort, ça n'a rien de morbide. Au contraire, ça nous rend de plus en plus vivants. Et ça nous permet de mieux accompagner quelqu'un. Parce que quand tu dois l'avoir vécu, Hélène, si moi, j'ai extrêmement peur de la mort et que j'ai quelqu'un de proche dans mon entourage, mais je ne suis pas capable d'être là pleinement avec lui parce que je suis dans la peur. Il y a des résistances à ce moment-là, beaucoup. C'est ça. Mais si moi, j'ai confronté mes propres peurs, je vais être capable d'être présent, je vais être capable de voir les cadeaux qu'il y a derrière ce processus-là, puis en même temps, d'amener cette personne-là à voir aussi les cadeaux pour elle-même. Donc, c'est une expérience qui est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un baume de vous écouter aujourd'hui à l'émission. C'est merveilleux. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause, puis on va revenir dans quelques instants pour continuer cette belle information-là sur la mort. Nous sommes de retour. Quelle émission qui nous embaume. Merveilleusement bien. Patricia, as-tu quelque chose qu'on n'a pas répondu? Oui, j'avais une question. Par rapport à l'attitude à avoir dans les salons mortuaires, puis est-ce qu'on inclut les enfants, on les laisse de côté? Comment qu'on leur en parle? Je sais que c'est une grosse question, là, mais c'est... Parler de la mort avec un enfant, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est confronté à nos propres peurs et à notre manque de réponse. C'est sûr que je pense que face aux enfants, on doit être franc. Les enfants nous captent. Si on ne sait pas, on ne sait pas, c'est tout. On n'est pas obligé de leur inventer une réponse. Mais c'est la franchise qui va d'abord être la primordiale chez l'enfant. Se faire dire quelque chose qui n'est pas, l'enfant va tout de suite le détecter et va rester avec un malaise par rapport à ça. Et de façon naturelle, les enfants, là, ils sont en contact avec la mort parce qu'ils sont en contact avec la vie. Les enfants vivent le moment présent. Alors pour eux, la mort, c'est pas plus effrayant que la vie. C'est nous, avec nos propres peurs, qui les amenons à les effrayer. Et si on les exclut du salon funéraire, à mon avis, c'est de leur indiquer, ben c'est pas beau la mort, ou c'est quelque chose que toi, t'as pas d'affaire à vivre. Ou... Ils sont capables de très bien vivre ça. Et même, je veux dire, ils vont souvent le vivre
dans leur naïveté d'enfant, ils vont continuer à courir, ils vont continuer à rigoler. Et souvent, ce sont les adultes qui sont choqués de cette attitude-là où on se dit on ne devrait pas pleurer, on ne devrait pas rire, on ne devrait pas être comme ça. Mais au fond, ils sont tout simplement dans le moment présent. Et moi, je trouve ça beau, ça met de la légèreté. Choqué, mais aussi, ça change l'atmosphère. Oui, ça met de la vient avec ses enfants. Là, au salon mortuaire, elle est venue avec les petits chatons. Bon, là, ils puis traînent les trous. ils se promènent. Puis tout le monde est content, puis ils regardaient. Puis c'est vrai qu'on fait un sourire. Puis je trouve ça beau. Moi, non, nous autres... Et moi, là, ce que je crois aussi, c'est que, dans le fond, on dit qu'il faut démystifier la mort. Mais c'est pas quand on est rendu à 50, 60 ans qu'il faut commencer à y penser. C'est plutôt, on habitue les jeunes enfants à en parler, à se rendre compte que ça fait partie de la vie, que c'est normal de mourir. C'est sûr qu'on adapte le discours en fonction de l'âge des enfants. On peut pas dire la même chose à un enfant qui en a 12 puis à un enfant qui en a 4. Mais je pense pas qu'on doit, moi non plus, éviter de les amener au salon funéraire ou même de les amener à l'hôpital. Des fois, les parents vont dire, ben j'aimerais mieux qu'ils gardent la belle image du grand-papa, du grand-maman qu'il y avait avant, mais c'est parce que ça fait partie de la vie aussi. Et ça leur montre que vieillir, c'est normal. Qu'être malade, ça arrive à des gens aussi, puis qu'à un moment donné, on meurt tous. Oui, puis moi, je pense que c'est davantage l'attitude des adultes qui va teinter la réaction des enfants. C'est-à-dire que si on amène l'enfant en fin de vie à l'hôpital et qu'on est effrayé par le corps qui est là en vieillissement et en décrépitude, l'enfant va rester avec un malaise. Mais si on lui montre que c'est naturel, puis oui, c'est ça la mort, l'enfant va commencer déjà, comme tu dis, Hélène, je trouve ça intéressant et hyper important de préparer nos enfants à ça parce que ça fait partie de la vie. Puis même pour les enfants, parce que dernièrement, justement, le même oncle, tu sais, qui était malade, puis on l'a pas vu dans les derniers jours, mais il savait, mes enfants savaient que mon oncle Charles était malade, puis tout. Puis c'est revenu une couple de fois de... Mais il était malade, il avait-tu mal au ventre? Parce que mes enfants sont malades d'un nez qui coule, tu sais, c'est le même malade que l'autre. C'est comme non, de faire la différence entre malade, tu sais, le petit rhume. Puis la maison, dernièrement, il a dit, tu sais, maman, il dit, Richard, il a un cancer, hein, tu sais, puis il nous en parle comme... Puis c'est correct parce que c'est une réalité, puis il n'en parle pas mal. Mais ça fait partie de... Oui, parce qu'il voit qu'il n'est plus là dans les fêtes de famille. Puis tu sais, il y a quelque chose... En fait, c'est un enseignement. Comme n'importe quel enseignement au niveau de l'éducation qu'on fait, hein, la maladie, puis tu as raison d'en parler parce que souvent, l'enfant, il va entendre, moi, mon Dieu, j'ai une petite grippe, je suis malade, donc je vais mourir. Oui. Puis là, il faut parler des oubliés. On a dit ça tantôt parce que c'est vraiment dommage. Non, c'est ça. Là, peut-être que toi, tu pourras nous guider un peu plus. Là. Mais par rapport au deuil périnatal, qui est un sujet vraiment délicat, puis triste, puis difficile pour les mamans qui perdent leur bébé. En début de grossesse, ou même, moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé le jour de son shower. Écoute, histoire épouvantable, le jour de son shower, elle était à une semaine d'accoucher, t'as gros party à la maison, puis là, la marraine du bébé qui met la main sur le ventre, puis elle dit, moi, je pars pas tant que j'ai pas senti le bébé bouger. Puis le bébé bougeait pas. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'était drôle, puis à un moment donné, c'était long, il était à l'hôpital, puis le bébé était décédé. Puis là, ben, elle était à terme, elle a accouché d'un bébé qui était décédé. Puis là, de son shower, elle est partie à l'hôpital, puis elle est revenue à la maison, le ventre, les mains et le cœur terriblement vide. Puis je change de sujet, parce que ça m'émeut vraiment beaucoup. Mais comment c'est un deuil extrêmement grand. Ben, en fait, souvent, on est maladroit plus parce qu'on a peur nous-mêmes. Puis on sait pas quoi dire, donc on dit des choses comme « c'est pas grave, tu vas en avoir un autre, t'es encore jeune ». Mais un deuil reste un deuil. Et le deuil d'un enfant, c'est peut-être le deuil le plus difficile parce que dans notre vision des choses, c'est pas normal qu'un enfant meure. Avant les parents. Avant les parents. Non, souvent, on entend ça. Hein? Même des parents qui sont âgés puis qui perdent un enfant qui a 50 ans, pour eux autres, c'est encore leur enfant quand même, mais c'est pas normal que ce deuil-là, il soit présent. Je devrais mourir avant puisque je suis âgée. Mais en fait, c'est dans notre vision des choses qu'on doit changer, je pense. C'est sûr que moi, puis je pense que Sylvie partage cette impression-là aussi, c'est qu'on est ici pour un passage, pour accomplir des choses au niveau de notre âme, puis quand notre temps est terminé, on s'en va. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de bons mots à donner à une maman qui va perdre ou à une famille qui perd un jeune bébé comme ça. En fait, on peut juste être réconfortant pour eux et être présent. Une présence de cœur. C'est ça, une présence de cœur. Il n'y a pas de mots à dire, il n'y a pas de phrase magique qui va faire du bien puis qui va faire que la personne, elle va se sentir mieux. Il n'y en a pas. On cherche quelque chose de miraculeux à dire, mais on est mieux de rien dire que de dire des choses qui vont blesser puis qui vont donner l'impression que c'est pas un deuil qui est important dans le fond puis qui est pas grave. Mais je sais que nous autres, on est touchés parce que dans le fond, autant moi, j'en ai perdu que Patricia. Fait que c'est sûr, les deux, quand on en parle, on vient émotif parce que ça fait partie de l'histoire de notre vie, en fait. Puis justement, c'est pas quelque chose qu'on parlait plein. Puis mais quand même, ça reste que c'est quelque chose que c'est une réalité et j'invite les gens à en parler. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause pour aller voir la capsule santé et on vient pour terminer cette belle information-là. Bonjour et bienvenue à la capsule de Nature Beauté Santé.
Aujourd'hui, il sera question de produits homéopathiques pour enfants. En fait, je vous parle de la gamme Enfants 0-9 ans de la compagnie Homéocan. Produits de choix pour les mamans de tous les jours. On est rendu avec une gamme incroyable. Sachez qu'avec cela, on est capable de travailler et soigner nos enfants facilement. Nous, les mamans à la maison qui aimeraient prendre soin de nos enfants, facile. Vous pouvez retrouver facilement, vous demandez dans les magasins tôt, la petite feuillet avec toute l'information en arrière, mais on a aussi un petit livre qui est bien indiqué comment les prendre. Je vous fais le tour de la gamme quand même pour voir partout où on pourrait travailler avec les produits de 0-9 ans. Premièrement, pas d'effet secondaire, pas de danger, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Pas d'alcool. Ça contient un goût là, cute, merveilleux que les enfants, même les maris, aimeraient. Ça fait toujours rire le monde avec ça, mais c'est une réalité. Un goût qui est intéressant. On a le premier produit ici qui est Sinus tout en un, qu'on va donner dans un problème au niveau des congestions. L'enfant qui a toujours le nez qui coule, qui a toujours... On le sent qu'il a toujours comme le nez plein, en fait. Le deuxième remède ici, qui est Homéococcinum, est un remède pour casse-grippe. Donc, dès les premiers symptômes de la grippe, on va donner 1, 2 et 3 fois par jour. Premiers symptômes de la grippe, je vous parle de frissons, courbatures, l'enfant et on le sent qu'il est fiévreux, on le sent qu'il n'a pas d'énergie. Tout de suite, on donne une petite dose. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous trouvez une petite bouteille avec un compte-gouttes. Fait que c'est facile à administrer directement. Puis comme je vous dis, le goût il est bon. Fait que c'est pas un problème. L'autre produit qu'on va retrouver ici, c'est le produit dentition. Donc, tous les symptômes de dentition, que ce soit mal aux dents, que ce soit le caractère, parce qu'à un moment donné, ils ne savent comme pas ce qu'ils veulent. Puis on peut le donner en prévention. Fait que dès que l'enfant, il commence à faire les dents, à partir de 6 mois à peu près, on peut commencer à le donner parce qu'on ne le sait pas, elle n'est pas encore sortie, mais elle doit travailler. Puis on peut le donner jusqu'en temps que l'enfant soit plus vieux. Je pense à la maternelle, l'enfant, des fois, qui ne file pas ou qui est agité, il traîne de perdre toutes ses dents, les nouvelles, il sort, là. L'autre produit qu'on a, c'est le remède pour otite. Fait que dès que l'enfant se pogne les oreilles ou qu'il a mal, ou on sent qu'il a mal, on en donne quelques gouttes au besoin, directement dans la bouche, puis on diminue avec amélioration. J'en ai un autre pour la fièvre. Fait que tous les remèdes, les problèmes de fièvre, les problèmes de douleur aussi. Fait que courbature, une petite douleur, j'ai mal ici, j'ai mal là. C'est le remède aussi, fièvre et douleur, que je donne avant, pendant, après un vaccin pour enlever les effets secondaires du vaccin. On a un produit de coliques. Les coliques, c'est vraiment l'enfant qui mettons à partir de 2-3 mois, avant, commence 6 heures, 10 heures, ils font des crises, ils ont mal au ventre, ils se tordent. Puis n'importe quel âge, jusqu'à 9 ans, ils ont mal au ventre, on va donner le remède colique. On a le remède d'allergie. Fait que tous les symptômes d'allergie, éternuement, larmoiement, congestion nasale, etc. Puis, on a une gamme de sirops. Les 3 sirops qu'on a, on a un sirop pour la toux avec sirop pour la toux pour la nuit aussi. Fait que dépendant toux, jour et nuit, on a un remède pour le mal de gorge. Je termine en vous disant qu'on a un remède intéressant, enfant calme. Fait que pour calmer l'enfant agité, nerveux, émotions, toutes les émotions, un deuil, une mortalité, les 2 derniers des crèmes, Calendula et la crème Arnica. Calendula, c'est la crème qu'on va donner pour problèmes de peau, fesses rouges. Arnica, c'est pour toutes les blessures, les coupures, les éraflures et les chocs. La gamme est incroyable. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller rencontrer quelqu'un dans les magasins Marché Tôt, que ce soit à Laval, Montréal ou Rive-Sud. Demandez conseil sur la gamme 0-9 ans. Ils ont tous les produits avec le document. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir quand même www.homeocan.ca. Vous trouverez toute l'information sur 0-9 ans et sur notre page Facebook. 0-9 ans sur Facebook, c'est plus que 5000 amis avec plein d'informations. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour et on s'en va avec la défi santé. Défi santé qui va nous préparer à notre propre mort. Oui, puis ça, c'est toujours un peu effrayant quand on dit ça, se préparer à mourir, mais en fait, c'est simplement d'avoir une réflexion. Et il y a un petit carnet santé qui est magique pour vraiment réfléchir à ces questions-là, qui a été conçu par Josée Bouchard, qui est une psychologue. Vous allez pouvoir le retrouver sur son site Internet qui est josébouchard.com. Donc, ça s'appelle Carnet de passage et ce sont des questions sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme atmosphère, comme, par exemple, comme musique quand on va être en fin de vie, est-ce qu'on va être seul, est-ce qu'on va être accompagné, etc. Donc, ce sont toutes des petites questions très simples, mais qui en même temps nous obligent à réfléchir.
réfléchir et qui nous permettent aussi, quand on accompagne quelqu'un d'autre, d'être sensible qu'est-ce ses besoins. Oui, qu'est-ce qui peut être important pour cette personne-là. Puis ça me fait penser, Sylvie, si on veut te retrouver, un site Internet. Oui, mon site Internet, sylvieouellette.ca. Donc, Ouellette s'écrit O-U-E-L-L-E-T. OK. Et on peut retrouver sur mon site mes activités, mes conférences, les ateliers que j'offre. Si on veut me rejoindre pour des consultations, donc je fais de la consultation pour aider les gens à comprendre le passage de la mort, le passage de la naissance, des blocages de vie aussi du point de vue de l'âme. Alors, c'est le gros de mon intervention. Et pour trouver aussi également tous mes livres. Oui, parce que tu les vends sur Internet, c'est oui, ça? Ils sont disponibles sur mon site. Ils sont disponibles aussi dans toutes les bonnes librairies ici au Québec. Puis il y a aussi plein d'articles sur le site de l'association. Oui. Parce que si on va sur www.arrsanté.ca, vous allez avoir des articles autant de Hélène que de Sylvie. Vous écrivez régulièrement. Puis on est très contents, très choyés d'avoir vos articles avec nous depuis longtemps. Et sur Facebook aussi. Oui, Facebook, c'est avec ton nom, hein? Oui, c'est avec mon nom. J'ai un Facebook personnel et un Facebook professionnel où c'est très facile de me retrouver. Puis toi, Hélène, ça va te retrouver? Oui, on peut me retrouver également. J'ai un site Internet, www.findevie.jimdo.com. Et on peut m'écrire aussi au hegir, hotmail.com. Souvent, les gens communiquent avec moi parce que beaucoup de gens sont interpellés par ce métier-là. Et certaines personnes se remettent en question et veulent en savoir un petit peu plus ou veulent avoir de l'information parce qu'ils accompagnent quelqu'un. C'est possible de communiquer avec moi. Mon livre se retrouve dans les librairies. Dans toutes les librairies. S'il n'est pas là, vous le commandez, on va vous le faire venir par le distributeur. Sinon, on peut me le commander directement aussi. Puis es-tu sur Facebook, toi aussi? Oui, je suis sur Facebook aussi. Sur ton nom? Oui, sur mon nom. Ah, c'est intéressant. Puis je veux savoir, Sylvie, les gens qui vont voir tes conférences, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on s'attend? Qui je pourrais peut-être référer d'aller voir tes conférences ou des cours aussi, je pense, ou juste des conférences? Oui, je donne des ateliers. Oui, c'est ça. C'est le fun, ça. Dans les conférences, on va parler beaucoup de ce que c'est le passage de la mort, de ce que c'est le passage de la naissance. On va aussi, dans les ateliers, aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire apprendre à communiquer avec notre âme, avec l'âme d'un défunt, apprendre à écouter, juste à être présent pour être capable d'accompagner. Donc, j'ai un atelier qui porte exclusivement sur l'accompagnement de l'âme. J'ai un atelier aussi qui porte exclusivement sur la compréhension du passage de la mort. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut s'y préparer et comment on peut accompagner quelqu'un vers ce passage-là. Je donne également des conférences, moi aussi. Souvent, c'est dans les bibliothèques qu'on m'approche ou dans des organismes aussi où on veut que je parle de la mort, que je témoigne de mes expériences auprès des mourants dans mon quotidien, parce que c'est vraiment mon quotidien. En même temps, pour aider à démystifier la mort, à l'apprivoiser, à trouver des petits trucs, des outils pour être mieux équipés, dans le fond, pour accompagner les gens qu'on aime. Donc, on retrouve tout ça dans mon livre aussi. Puis moi, ce qui est important qu'on parle aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, on organise un congrès à chaque année. Oui. Le congrès est sur notre site www.arrsanté.ca. Cette année, ça va être le 16 novembre à l'hôpital Marie-Clarac. Et je peux vous dire que Hélène va être une des conférencières. Fait que je trouve ça le fun quand même. Les gens qui sont intéressés à voir ta conférence, on va en avoir une. Oui, ça va être un plaisir. On organise tout le temps une conférence qui a un lien, je veux dire, avec la santé. Fait que beaucoup de gens qui sont venus à l'émission dans cette session-ci vont être présents. Fait qu'on va voir Sœur Pierre-Anne qu'on a déjà eue. On va voir Monsieur Perrault. Monsieur Perrault. On va avoir Robert qui est venu parler aussi des antioxydants. Et d'ailleurs, Marie-Clarac aussi sont en processus d'une maison de soins palliatifs. Oui, la Fondation. Oui, donc... tous les billets vendus pour le congrès vont avoir un montant d'argent pour la Fondation Marie-Clarac. Oui, fait que j'invite vraiment les gens d'aller voir notre conférence sur le site www.arrsanté.ca. Ça fait le 4e congrès qu'on fait. On est fiers. Oui. Puis l'association, c'est vraiment dans le but de rassembler tous les gens dans le domaine de la santé. C'est notre bébé. C'est le premier Facebook de la santé, en fait, du Facebook. C'est comme notre premier réseau social de la santé. Puis ça nous tient à cœur beaucoup, énormément. Et vous faites un bon travail. Merci, c'est notre but. Puis juste aujourd'hui, de ramener le monde puis leur dire ce qu'on a appris, c'était merveilleux. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Pour savoir comment accompagner dans la mort.